Mesdames, Messieurs, une précision pour commencer. Malgré les apparences et malgré le contexte qui nous entoure, le titre de cette leçon, Solitude, récif, étoile, n'est pas la description d'une mise en quarantaine. C'est peut-être prophétique, mais nous verrons. Cette précision donnée, reprenons le fil de notre réflexion et de notre réflexion sur les bibliothèques. La question est celle-ci. Comment donner présence à la bibliothèque? Comment matérialiser les forces qui l'agitent? Matérialiser les courants qui la sous-tendent, les pôles autour desquels la bibliothèque s'organise. Comment rendre visibles les espaces textuels presque infinis qu'abrite la bibliothèque? Pour l'homme commun et pour l'analphabète, a fortiori, heureusement fort rare parmi nous, mais même pour l'homme commun, une bibliothèque est un espace, c'est une pièce où l'on range des livres, c'est un dépôt de livres, c'est même le sens étymologique de ce terme en grec. Et la bibliothèque n'est que cela, un espace où l'on range des livres. C'est un lieu silencieux, un lieu mort, en quelque sorte. Alors il peut y avoir de belles bibliothèques, de beaux lieux où l'on range les livres. La Bibliothèque nationale de France, par exemple, avec ses plafonds à 15 mètres de hauteur et sa forêt inaccessible au cœur du bâtiment construit par Dominique Perrault. Il y a la salle Labrouste de l'ancienne Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, qui évoque, je vois, beaucoup de souvenirs chez vous et chez moi aussi. Heureusement, toujours utilisée comme bibliothèque pour l'Institut national de l'histoire de l'art. Magnifique salle, évidemment. Il y a, de manière un peu plus triste peut-être, la salle de lecture du British Museum. En fait, anciennement, la salle de lecture de la British Library. Mais depuis que la British Library, en 1997, a émigré un peu plus au nord, vers Saint-Pancras, cette salle n'est plus utilisée que comme la bibliothèque du British Museum, et donc elle est devenue un peu morte et un peu vide. Elle ne bruisse plus comme avant de la foule des lecteurs de la British Library. Il y a, je remonte là plus lointainement, une bibliothèque qu'on retrouve dans tous les livres, les beaux livres, les coffee table books sur les bibliothèques. Il y a la bibliothèque de Trinity College à Dublin. Donc là, nous remontons beaucoup plus loin. Ou bien, si nous voulons redescendre un peu dans le temps, et même beaucoup plus récemment, la bibliothèque de Tianjin, en Chine, avec ses cascades de livres le long des murs. Alors, la liste de ces bibliothèques de prestige est immense. Je ne vais pas en faire ici la recension. Le semestre, le cours y passerait entièrement. Et puis, on pourrait même dire que cette liste des bibliothèques de prestige semble même s'allonger de manière fort rapide dans les dernières décennies. Et la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de Saint-Pancras sont un peu à l'initiative ou aux prémices de ce mouvement. Il y a quelques paradoxes ici, dans ce développement des bibliothèques de prestige. Plus le livre se dématérialise, plus la civilisation s'éloigne de la culture traditionnelle du livre, et plus, au contraire, le besoin
se fait sentir de rendre spectaculaire l'espace qui abrite le livre, celui où, en réalité, le plus souvent, on consulte les textes sur son écran. Donc on n'a plus besoin vraiment du livre, du codex. Alors ces bibliothèques frappent l'œil et paradoxalement, et c'est peut-être heureux, sont susceptibles de fasciner même les plus réfractaires à la lecture. Il suffit de regarder cette image. Mais c'est une beauté toute extérieure, qui matérialise à la fois la puissance du souverain ou de l'État qui a fait construire ces bâtiments et aussi l'étendue du savoir, qui matérialise l'étendue du savoir amassé dans les livres. En quelque sorte, ce dont l'architecture est ici le signe, c'est de l'unification du pouvoir et du savoir. Le pouvoir et le savoir unifiés par l'architecture. Le signe, à d'autres égards, que le pouvoir est assis sur le savoir, avec peut-être tous les sens un petit peu négatifs qu'on peut avoir dans la formule « être assis sur », s'asseoir sur le savoir. Mais soyons positifs, soyons optimistes. De toute façon, il n'y a pas de pouvoir sans savoir. Or, tout cela est bien beau, très impressionnant, et en tant qu'amoureux des livres, je me réjouis qu'on accorde une telle place dans la politique culturelle à la construction des bibliothèques et des bibliothèques de prestige. Il est tellement rare qu'on donne de l'argent aux livres. Mais tout cela reste, à bien des égards, encore bien superficiel. Tout cela reste bien superficiel, bien matériel, comme un bel écran, le lapsus est révélateur, comme un bel écrin qui annonce la beauté et la préciosité de son contenu. Mais l'écrin ne vaut en réalité que par son contenu. Et cette superficialité n'est que trop manifeste dans le cas de la bibliothèque de Tianjin, celle que vous avez sous les yeux, une bibliothèque qui exacerbe à l'excès les symptômes de toute bibliothèque visant à la démonstration de force et de puissance. En effet, dans la bibliothèque de Tianjin, en Chine, la plupart des livres exposés sur les murs, et que vous admirez, sont de faux livres. Ce sont des trompe-l'œil, peints et en fait inaccessibles. On ne pourrait pas accéder à ces livres. Ils ne sont là que pour la décoration. Et donc la bibliothèque n'est ici que le signe du pouvoir, le signe de la richesse. Et elle n'est pas grand-chose d'autre ici. Et le British Museum, c'est aussi cela, l'ancienne salle de lecture de la British Library, c'est aussi une salle qui est maintenant presque vide, très peu utilisée, sous-employée, mais qui n'est là, en quelque sorte, que comme le signe d'un savoir mort, un savoir déplacé, que les visiteurs du British Museum observent par des vitrines au-dessus de la coupole. Donc la bibliothèque n'est ici que le signe d'un vide, du pouvoir et de la richesse. D'où la nécessité de poser à nouveau la question de tout à l'heure. Comment, je le répète donc, comment matérialiser les forces réelles qui agitent la bibliothèque, les courants qui la sous-tendent, les pôles autour desquels cette bibliothèque s'organise. Comment rendre visibles les espaces textuels presque infinis que la bibliothèque abrite. L'espace du bâtiment est une chose, en effet. Mais comment manifester la dimension mentale
de la bibliothèque? Comment manifester le fait que les reliures comptent moins que les textes que ces reliures enclosent? Eh bien, pour ce faire, il y faut un regard particulier, un regard qui rétablisse la dimension virtuelle abritée par la bibliothèque, un regard capable de déployer les mondes enclos dans chaque volume entreposé dans la bibliothèque. Alors, je parle ici de monde, je parle de dimension virtuelle, et j'exagère à peine. Nous vivons habituellement, et cela a été rappelé la semaine dernière par notre nouveau collègue Marc Hainaut dans sa leçon inaugurale de physique, nous vivons habituellement dans un monde à 4 dimensions. Vous avez les 3 dimensions de l'espace, plus la dimension du temps. Eh bien, la bibliothèque a ceci de particulier qu'elle introduit une cinquième dimension, une dimension qui n'existe que dans l'esprit, que dans l'acte de la lecture. C'est la dimension du contenu des livres. Eh bien, le regard qui rétablira la dimension virtuelle de la bibliothèque ne peut donc être qu'un regard de lecteur. Et la transmission de ce regard, le partage de ce regard, celui qui pourra manifester cette dimension virtuelle, ce partage-là ne pourra être réalisé que par un lecteur écrivain. Un lecteur écrivain. Eh bien, notre pérégrination à travers la bibliothèque des étoiles nouvelles que nous avons commencé au début de ce cours nous a permis justement de rencontrer, la dernière fois, de rencontrer le poème par excellence de la bibliothèque, l'un des poèmes par excellence de la bibliothèque. Le poème qui rend justice aux vastes étendues dissimulées à l'intérieur de chaque volume composant la bibliothèque. Un poème qui ne se laisse pas attraper aux prestiges extérieurs des dorures et des vastes portiques des grandes bibliothèques, qui ne se laisse pas attraper par les royaumes de l'or. Vous vous rappelez les termes du poème de Keats, puisqu'il s'agit de celui-ci, de ce poème-là. Mais un poème donc qui ne se laisse pas attraper à ces prestiges extérieurs, mais qui découvre derrière une humble reliure, dans un simple livre, tout simple, l'infini d'un univers. Et j'allais presque dire qu'il découvre tout Homère derrière l'infini, ou derrière l'humilité plutôt, d'un simple livre de poche. Alors c'est évidemment très anachronique. Du reste, Keats a lu Chapman non pas dans un livre de poche, mais dans un véritable livre avec reliure. Mais ici, j'introduis une dimension un petit peu personnelle, mais qui me semble significative, peut-être, de notre rapport au livre. Pour ma part, je n'ai jamais plus de plaisir à lire, même si nous allons parler de la collection de la bibliothèque de la Pléiade tout à l'heure, mais je n'ai jamais plus de plaisir à lire que dans un livre sans prétention. Un vieux livre de poche d'occasion. C'est l'idéal. Un livre des années 60 ou 70, et surtout un livre qui a déjà été lu, et dont l'apparence modeste autorise une appropriation intime. Un livre qui ne vaut pas par ce qu'il est, matériellement, qui ne vaut pas par sa matière, mais par ce qu'il contient. Comme si le contenu était transmis avec une pureté, une fraîcheur, une sincérité d'autant plus grande que le livre est matériellement d'apparence plus modeste. Comme si, inversement, l'apparat du livre parasitait son contenu, comme si cet apparat prévenait le contact direct. On éprouve souvent plus d'émotion dans une petite église de campagne à moitié abandonnée
que dans une luxueuse cathédrale américaine, par exemple, parfaitement entretenue, lustrée et dorée, où le moindre détail signale une intentionnalité trop calculée, une intentionnalité qui exclut en réalité la spontanéité du sentiment. Eh bien, le livre d'occasion, c'est cela, justement. C'est un livre, c'est la petite église de campagne, une comparaison un petit peu proustienne, peut-être, où l'usure du livre signifie que le contenu virtuel du livre a été maintes fois actualisé. Et donc, l'usure du livre signifie que le contenu virtuel, en quelque sorte, s'est inscrit dans la matière même du livre. Et c'est cela, peut-être, qui me touche, ou qui nous touche, je ne sais pas, dans le livre d'occasion, en particulier lorsqu'il est humble et modeste, le petit livre de poche des années 60. Mais revenons au poème de Keats. Ce poème de la bibliothèque, c'est donc celui sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, le sonnet de John Keats, après la découverte de l'Homère de Chapman. Et c'est un poème où nous croyons d'abord entendre la voix d'un voyageur, avec ses royaumes de l'or, ces contrées de l'or qu'il a parcourus, ces États, ces royaumes splendides. Mais nous comprenons, à partir de la fin du dernier vers du premier quatrain, ces maintes îles d'Occident données par Apollon en fief à des poètes, nous comprenons qu'en fait, et cela s'accentue évidemment dans le deuxième quatrain, dans la suite du poème, nous comprenons qu'en réalité, ce voyageur est en réalité un lecteur. Mais, vous l'aviez compris, tout lecteur est un voyageur, puisqu'il y a des dimensions virtuelles infinies derrière les livres. Donc, la métaphore va de soi. Elle explicite quelque chose qui correspond à une réalité. Car toute lecture est un voyage. On traverse des contrées diverses. Et chaque œuvre, chaque poète, la chose est importante, chaque poète, j'y reviendrai, chaque poète est un monde en soi. Il y a des petits pays, des petites cités, et puis il y a des continents. Et Homère est un continent, ou plutôt ici, en l'occurrence, Homère est un océan, encore plus grand qu'un continent. Homère est un océan, c'est l'océan Pacifique, avec l'air vif et serein qu'on y respire, le pure serene. Au-delà du continent, il y a l'océan. Et cet océan, je ne relis pas le poème, nous l'avions déjà lu la dernière fois et vous l'avez sous les yeux, cet océan passe par une voix, la voix du traducteur, Chapman, George Chapman. George Chapman, who speaks out loud and bold. Il parle haut et fort. Il est important d'entendre cette voix. C'est un espace, mais qui nous est transmis par une voix, par le son. Et ce poème, qui est un poème de la bibliothèque, est aussi un éloge de la traduction, un éloge des passeurs, un éloge de la transmission et de ce qu'on pourrait appeler l'intersubjectivité littéraire. L'intersubjectivité littéraire. Et si j'emploie ce terme, intersubjectivité littéraire, c'est parce que je songe à ce que disait à ce propos sur, justement, l'intersubjectivité permise par la littérature, un grand critique anglais, Frank Raymond Leavis, F.R. Leavis, comme on l'appelle plutôt par ses initiales, ce qu'il disait ou ce qu'il écrivait en 1962. Et ces lignes de Leavis, de ce grand critique, me semblent tout à fait intéressantes pour nous. It is in the study of literature
the literature of one's own language in the first place, that one comes to recognize the nature and priority of the third realm, or as unphilosophically, no doubt, I'd call it, talking with my pupils. The realm of that which is neither merely private and personal, nor public in the sense that it can be brought into the laboratory or pointed to. You cannot point to the poem. It is there, only in the recreative response of individual minds to the black marks on the page. But a necessary faith. It is something in which minds can meet. C'est dans l'étude de la littérature, et de la littérature dans sa propre langue, en premier lieu, que l'on parvient à reconnaître la nature et la priorité du troisième royaume, ainsi que, de façon fort peu philosophique, sans doute, je le nomme lorsque je parle à mes élèves. Le royaume de ce qui n'est ni purement privé et personnel, ni public, en ce sens qu'on ne pourrait pas l'apporter au laboratoire ou le montrer du doigt. Vous ne pouvez pas montrer du doigt le poème. Très important cela. Vous ne pouvez pas montrer du doigt le poème. Il n'est là que dans la réaction recréative d'esprits individuels aux signes noirs disposés sur la page. Cependant, voici une nécessité de foi, c'est quelque chose où les esprits peuvent se rencontrer. Alors j'ai tenu à vous donner le texte anglais original parce qu'il me semble qu'ici on a des termes qui sont extrêmement précis malgré l'aspect un peu métaphorique parfois de certaines formules de Lévis, et il est bien de revenir au terme même du critique. Mais je crois que ce que Lévis souligne ici est extrêmement important pour nous et pour les études littéraires en général, et pour montrer le sens et l'intérêt des études littéraires dans une société. Ce que dit Lévis ici, c'est que lorsque nous commentons un texte, nous ne commentons pas ce qui s'affiche ici, sur cet écran, mais nous commentons en réalité une réalité mentale. Une réalité mentale à laquelle participent les esprits de tous les individus qui lisent le même texte, de tous les individus ici réunis dans cette salle ou au-delà, par le biais de l'enregistrement vidéo. Cette réalité mentale, elle nous est présente à tous. Et ici, cette page n'est juste que la manière de signifier, de donner source, présence à cette réalité mentale. Alors sans doute, Lévis, qui était professeur de littérature anglaise à Cambridge University, l'université de Cambridge, donc le plus grand critique anglophone de son temps, Lévis évoque ici en priorité la littérature de sa propre langue, puisque c'est ce qu'il enseigne. Mais il n'exclut pas la possibilité de travailler cet espace de l'intersubjectivité dans laquelle se retrouve l'ensemble des lecteurs, en particulier à l'intérieur d'un cours de littérature. Il n'exclut pas la possibilité de travailler cet espace de l'intersubjectivité à partir des littératures étrangères. Il dit simplement, a priori, c'est à partir de la littérature dans sa propre langue que cette intersubjectivité, effectivement, se passe d'abord, en priorité, et il a raison. Mais l'intersubjectivité, elle est possible aussi avec les textes étrangers. Et évidemment, la façon la plus évidente d'ouvrir cet espace de l'intersubjectivité pour les textes étrangers, cet espace de communion entre les subjectivités, c'est cela que ça signifie, intersubjectivité, consiste la manière d'ouvrir cet espace de l'intersubjectivité pour les textes étrangers consiste à utiliser une traduction. Une traduction. Et la traduction est justement l'un de ces espaces privilégiés où, comme le dit Lévis, les esprits peuvent se
rencontrer. Quels esprits? L'esprit du traducteur, l'esprit du lecteur, évidemment, comme pour tout texte, hein, l'esprit de l'auteur, l'esprit du traducteur, mais aussi, évidemment, l'esprit de l'auteur du texte original. Alors vous aurez noté le terme employé par Leavis, ici. The third realm. Voilà, ici. The third realm. The realm of that which is neither merely private. The realm, le royaume, le troisième royaume. Un royaume qui est au-delà, qui n'est pas le royaume de tout ce qui est public, ni de tout ce qui est privé, mais quelque chose qui est entre les deux. Alors nous y retrouvons, dans ce troisième royaume, nous y retrouvons évidemment l'écho de ces royaumes de l'or, hein, realms of gold. Ces royaumes de l'or traversés par Keats au début du poème sur la traduction de Chapman. Mais ces royaumes sont des royaumes mentaux, des entités psychiques, où se rencontrent un poète et un lecteur. Et vous voyez qu'ici, lorsque on peut revenir au poème de Keats, mais nous voyons en fait dans ce poème de Keats à l'œuvre une conception assez typique de l'idéalisme, et de l'idéalisme romantique. Le monde, ici, le monde n'apparaît qu'à travers le prisme d'une subjectivité. C'est à partir de la voix de Chapman que Keats a accès au monde d'Homère. Et cela apparaît tout simplement dans le fait que le vaillant Cortés, le Pacifique, l'océan Pacifique, il n'existe que par le regard plein d'effarement de Cortés et de ces hommes d'équipage. En vérité, il ne s'agit pas de Cortés historiquement, il s'agit de Balboa, mais peu importe, prenons le texte tel que nous l'avons. L'océan n'existe que lorsqu'il est pris en compte par un observateur. Et c'est cela que nous montre le poème. Il n'y a de monde qu'à travers le prisme d'une subjectivité. Donc, subjectivité de Chapman, de la voix de Chapman, qui permet d'accéder à ce monde d'Homère, mais aussi subjectivité d'Homère lui-même. Ce que cet océan que découvre le navigateur, ou le lecteur, ou le voyageur, c'est le texte, bien sûr, d'Homère. Mais par métonymie, ce que découvre le lecteur ici, ce n'est pas l'Odyssée ou l'Iliade, en l'occurrence c'est plutôt l'Odyssée, mais c'est Homère lui-même. Là, ici, la métonymie, après la découverte de l'Homère de Chapman, est assez significative du fait que l'œuvre littéraire n'est que la manifestation d'un monde subjectif. Un monde subjectif auquel le lecteur a accès, en l'occurrence, par une autre subjectivité, celle de la traduction. Cette importance de la subjectivité, ici, qui nous permet d'avoir accès à un monde, il n'y a pas de monde en dehors du prisme d'une subjectivité, c'est cette conception-là, extrêmement romantique, qui m'a donné l'idée d'illustrer ce poème de Keats par, la dernière fois, vous vous rappelez, c'était le tableau que j'avais mis en couverture, eh bien ce tableau de Caspar David Friedrich, le voyageur contemplant une mer de nuages. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de Cortés, ni de Balboa, on a affaire à un voyageur du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, puisque le tableau
date de 1818. Donc il est tout à fait contemporain du poème de Keats, qui lui-même date de 1816. Bon, le Zeitgeist ne signifie rien, peut-être, mais tout de même, je crois que si. Alors, bien sûr, ici, le voyageur ne contemple pas un océan, il contemple une mer, mais une mer de nuages. Mais je crois que l'atmosphère y est. Réellement, l'effarement de Cortés, nous l'avons ici, en regardant ce tableau. Et je crois que ce tableau de Friedrich est la meilleure illustration possible du poème de Keats, bien meilleure que parfois des illustrations plus littérales où l'on voit un conquistador en casque regarder l'océan. Mais j'ai vu quelques-unes de ces illustrations, aucune ne m'a vraiment convaincu. Celle-ci me paraît donner le sens même du poème. En effet, que dit ce tableau? Ou que nous montre-t-il? Ce qui compte dans ce tableau est moins, et c'est ce qu'on voit ici, c'est moins les nuages, cette mer de nuages, c'est moins l'océan de nuages, des nuées au-dessus des montagnes, que le regard de l'observateur. C'est le regard de l'observateur qui compte ici. Et ce que représente le tableau de Friedrich, ici, c'est bien l'idée d'une subjectivité qui donne sa réalité au monde. Le monde n'est accessible, je vous disais, que par le prisme d'une subjectivité. Et on a là, ici, un problème fondamental du romantisme qui est illustré par ce tableau de Friedrich. Un problème qui a été posé par l'école philosophique d'Iéna, en Allemagne, en particulier avec Hegel, mais aussi Schelling et les autres. Et quel est ce problème? Le problème qui se posait à ces philosophes qui venaient après Kant, le problème consistait à transcender l'antinomie kantienne posée par Kant entre, d'une part, la nature déterministe qui s'impose à nous par notre regard, une nature donc, un monde dans lequel nous sommes et qui fonctionne de manière entièrement déterminée, et d'autre part, l'expérience subjective de la liberté. Cette expérience subjective de la liberté que nous faisons, chacun, en soi, nous-mêmes. Comment concilier les deux? Cette expérience de la liberté qui nous paraît aller de soi, et en même temps la connaissance que nous avons d'un monde déterminé. Eh bien, l'idéalisme de l'école d'Iéna, celui de Hegel en particulier, a été une manière de répondre à la question, de dire qu'en réalité, le monde n'existait que par le prisme d'une subjectivité, de l'esprit. Il n'y a pas de monde en dehors de cela. Et donc, en quelque sorte, il y a ici une réconciliation qui est faite, une sorte d'abolition de la frontière entre le sujet et l'objet. On ne peut pas observer d'objet sans qu'il y ait un sujet. Là, il faut toujours un sujet. Et c'est exactement ce que représente le tableau de Friedrich. Tout à l'heure, au début de la leçon, j'avais mis un autre tableau que je peux vous montrer ici, qui est aussi intéressant. C'est le lever de lune sur la mer. Lever de lune sur la mer, qui date de 1821, un peu postérieur aux voyageurs contemplant une mer de nuages. Et ce que je trouve intéressant dans ce tableau, c'est qu'on y retrouve toujours cette idée d'une subjectivité sans laquelle le monde n'existe pas, il faut toujours un observateur, mais s'y ajoute l'idée de la médiation. Il y a ici une double subjectivité, puisque vous avez, on peut imaginer, deux hommes, deux marins, deux capitaines, comme vous voulez, qui sont en arrière-plan, et ils sont eux-mêmes regardés par deux femmes, leurs épouses, leurs sœurs, enfin, nous ne savons pas. Mais notre regard va du premier plan, enfin pas tout à fait le premier plan, parce qu'au premier plan,
il y a cet morceau de bois, mais vous avez le regard des deux femmes, et puis qui nous amène vers ces deux personnages masculins. Je ne commenterai pas ici la dimension genrée du tableau, qui est aussi intéressante, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse ici. Et puis les bateaux, les voiliers qui sont au fond, et la mer et l'océan. Et cette médiation par ce double regard, je trouve que cela pourrait être aussi une image de la traduction, justement. La traduction qui nous donne accès à la subjectivité. Alors il y a bien sûr, c'est là que je retrouve la disposition genrée, qui quand même m'intéresse. Vous auriez Homère ici, hein, voilà, l'homme, le créateur, et puis le travail plus féminin, plus ancillaire, disons, hein, de la traduction. Cum grano salis, hein, avec un grain de sel, hein, vous entendez bien cela. Mais c'est un peu cela l'image de la traduction, comme un travail ancillaire dans la tradition littéraire, occidentale. Donc, on pourrait voir ici une sorte de métaphore du travail de la traduction, avec comme on voit ici, cette réalité, ce monde qui n'existe que par le prisme d'une subjectivité, et en l'occurrence ici, d'une double subjectivité, une subjectivité incluse à l'intérieur d'une autre subjectivité. Et donc, alors, une illustration étonnante de cette frontière abolie entre le sujet et l'objet, qui permet donc, c'est la manière de surmonter l'antinomie kantienne dont je parlais tout à l'heure, cette frontière abolie entre le sujet et l'objet, cette subjectivité à travers laquelle est filtrée toute réalité, et cette subjectivité qui n'existe, à dire vrai, que comme la forme donnée à la réalité. La subjectivité n'est que la forme donnée à la réalité. La subjectivité n'est que l'enveloppe sous laquelle se donne la réalité elle-même. Eh bien, une illustration étonnante de cette abolition de la frontière entre le sujet et l'objet, de cette subjectivité triomphante, elle est donnée par le poème de Keats. Et elle est donnée par le premier quatrain du sonnet. Longtemps j'ai voyagé dans les contrées de l'or, et j'ai vu maints états, maints royaumes splendides. J'ai fait le tour de maintes îles d'Occident. Car, si vous vous en souvenez, ce premier quatrain, ou ces trois premiers vers que je viens de vous lire, ne sont que la réécriture de l'incipit de l'Odyssée, que Keats vient de lire. Raconte-moi l'homme aux mille tours, Muse, lui qui, si longtemps erra après avoir pillé de Troie la citadelle sainte, lui qui, de tant d'hommes, vit les villes et connut l'esprit. Lui qui, de tant d'hommes, vit les villes et connut l'esprit. Lui qui, sur la mer, passa partant de douleur en son cœur. Lui qui, de tant d'hommes, vit les villes et connut l'esprit. Et nous revoyons ici le texte de Keats. Longtemps j'ai voyagé dans les contrées de l'or et j'ai vu maints états. Or, Keats, poète, vient de lire Homère, il vient de lire l'Odyssée, dans la traduction de Chapman. Ainsi, dans le poème, Keats, le poète, disons, devient le héros de l'épopée qu'il vient de lire. Il est comme un caméléon qui prend la couleur de la surface sur laquelle il se pose. Eh bien, déjà par ce quatrain qui réécrit, qui paraphrase l'incipit de l'Odyssée, déjà par ce quatrain, Keats annonce qu'il a pénétré dans le monde homérique. Il annonce qu'il en a humé la sérénité pure. Breathe its pure serene, grâce à la voix forte et hardie du traducteur Chapman. Et le poète devient ainsi le voyageur de Caspar David Friedrich,
Nous voyons à travers lui, nous voyons à travers Keats, le poème d'Homère, de même que Keats lui-même découvre ce poème par la voix de Chapman. Eh bien, voilà rendu sensible le royaume de l'intersubjectivité esthétique et littéraire dont parlait Leavis tout à l'heure. Ce royaume de l'intersubjectivité esthétique et littéraire dont l'espace de la bibliothèque n'est que le cadre extérieur, purement extérieur. Et ici, nous entrons dans ces mondes virtuels qui nous sont rendus accessibles, évidemment, par la bibliothèque. Et donc, vous voyez bien que le sujet du poème de Keats est fort différent du poème de Heredia, qui nous avait servi de point de départ à cette réflexion. Et pourtant, la structure du poème est similaire au sonnet de Heredia, que vous avez en tête, j'espère. La première partie du sonnet, premier quatrain en particulier, est dévolue à la conquête. J'ai voyagé dans les contrées de l'or, j'ai vu maints États, maints royaumes splendides. Puis vient dans une seconde partie, eh bien, le moment du nouveau, mais du vraiment nouveau, celui qui n'était pas attendu par la conquête, autre chose. C'est ce qui arrive dans Les Conquérants de Heredia. L'étoile nouvelle, il ne s'y était pas attendu, et la voici qu'elle arrive et qu'elle peut-être modifie leur monde. Et ici arrive quelque chose de totalement nouveau par rapport à ces royaumes de l'or qu'avait connu le poète. Un nouveau, non pas le nouveau attendu ou espéré par les conquérants, mais un nouveau inattendu, un nouveau inespéré. Et ce nouveau se présente sous deux formes, deux images qui apparaissent dans les deux tercets. Soit la planète qui surgit toute seule, d'elle-même, qui traverse le champ de vision, soit l'océan. Mais dans les deux cas, vous l'avez compris, dans les deux cas, c'est le surgissement d'un monde. Une planète, c'est un monde, évidemment. Et l'océan également. Alors la planète nouvelle, et notez qu'il ne s'agit pas d'une étoile nouvelle, il ne s'agit pas d'un astre nouveau, donc je dérive un petit peu dans cette bibliothèque des étoiles nouvelles que nous explorons. Cette planète nouvelle, en réalité, est une allusion à un événement historique, assez récent à l'époque où Keats écrit son poème. C'est une allusion à la découverte de la planète Uranus par l'astronome britannique William Herschel. Et cette découverte de la planète Uranus eut lieu en 1781, donc 35 ans à peu près avant la composition du poème. Mais c'est un événement qui a marqué considérablement non seulement le monde britannique, mais aussi l'ensemble du monde cultivé et civilisé, parce que c'est la première fois depuis l'Antiquité, qu'on découvrait une planète nouvelle. C'est la première planète découverte depuis l'Antiquité. Donc 35 ans, entre 1816 et 1781, c'est pas grand-chose par rapport à la distance, aux 2000 ans qui nous séparent de l'Antiquité. Alors, cette planète, à l'époque où Keats écrit son poème, cette planète s'appelait pas Uranus encore. Herschel, en bon sujet de Sa Majesté britannique, avait appelé sa planète en latin Georgium Sidus, c'est-à-dire l'astre géorgien, l'étoile George, si vous voulez, l'étoile George, du nom du roi George III, qui régnait alors et qui régnait de 1760 à 1820. Donc lorsque Keats écrit son poème, le roi auquel a été dédiée cette planète régnait encore. Alors en France, évidemment, on a eu quelques réticences à appeler cette nouvelle planète du nom d'un roi anglais, vous imaginez. Et donc, on l'a appelée
la planète Herschel, tout simplement, du nom du découvreur, de l'astronome, jusqu'à ce que le nom d'Uranus fut imposé internationalement. Alors pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas pour vous montrer que j'ai bien lu Wikipédia, mais c'est parce que ici, la nouvelle planète, en fait, elle raconte une conquête. C'est-à-dire, elle a été donnée au roi George. Alors, ils ne sont pas allés, comme les Américains, poser leur drapeau sur la planète. On n'est pas encore près de le faire. Mais tout de même, la découverte de cette planète a été vécue en Angleterre comme une conquête, offerte en cadeau au roi britannique. D'où sans doute la figure de ce conquérant Cortés qui apparaît juste après. Et Cortés qui remplace en fait le véritable découvreur, enfin découvreur européen, j'entends, le découvreur européen du Pacifique, qui n'est pas Cortés historiquement, mais Balboa. Mais Cortés est peut-être plus connu, sans doute plus connu que Balboa, mais Cortés est le conquérant par excellence. C'est lui qui a découvert le Mexique, c'est lui qui a renversé l'empire aztèque. Et donc, ici, Cortés vient, en quelque sorte, signifier cette dimension de conquête qui était déjà présente de manière implicite dans la mention de cette nouvelle planète. Et donc, à la découverte de cette planète s'ajoute la découverte des étendues infinies de l'océan Pacifique. Et du reste, vous aurez noté que cette planète surgit d'elle-même dans le champ de vision. Alors, c'est le principe d'une planète. Une planète, à la différence d'une étoile, une étoile est fixe dans le ciel, enfin le ciel bouge globalement, mais l'étoile est fixe par rapport aux autres étoiles, en principe. Une planète, elle, c'est le sens étymologique du mot planète, une planète, elle erre, elle vague dans le ciel. C'est cela que ça signifie en grec. Donc la planète, ici, elle arrive dans le champ de vision. Swims into his ken. Pas facile à traduire, ce vers en français. Il y a ce terme ken qui n'a pas d'équivalent vraiment en français, qui désigne la perception, le champ de vision, l'étendue de la connaissance de quelqu'un. C'est la même famille que le verbe to know, connaître en anglais. Enfin, c'est aussi le même mot qu'on a aussi dans les mots latins cognosco ou en grec gignosko. On a l'indo-européen ici. On a ce terme de connaissance, on l'a ici dans ce mot ken. Mais ce qui est intéressant, c'est que la planète, elle arrive d'elle-même, mais elle n'existe que parce qu'elle arrive dans le ken, c'est-à-dire dans l'ordre de la connaissance, dans une subjectivité. On pourrait traduire cela pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur la conception romantique de l'abolition de la frontière entre le sujet et l'objet. Et donc on a ici vraiment une planète qui n'existe que parce qu'elle arrive dans une subjectivité. Alors, 2 remarques à faire. D'une part, vous l'aurez noté, à la différence du poème de Heredia, la planète nouvelle ne fournit pas la chute au poème. Elle prépare, bizarrement, quelque chose de plus fort encore que la planète nouvelle. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort qu'une planète? Et en effet, il me semble déjà intéressant le fait que Keats, ici, emploie le terme de planète et non pas d'étoile, d'astre, ce qu'il aurait pu faire. Le mot de planète, ici, désigne une réalité astronomique beaucoup plus matérielle, beaucoup plus concrète. On est dans une veine, j'allais dire, dans une veine scientifique et positive, rationnelle, bien différente de la manière antique de parler du novum sidus, l'astre nouveau, nova stella. Ici, on a quelque chose qui veut nommer les choses, les êtres astronomiques, les entités astronomiques par leur nom. Et du reste, parler de planète, c'est aussi ne pas parler d'étoiles, c'est-à-dire se débarrasser de toute la connotation poétique
qui encombre le terme d'étoile. Il y a ici une sorte de réalisme, un caractère très concret, la manière d'écrire la poésie par Keats, qui veut se débarrasser de ces connotations poétiques qui auraient pu parasiter le sens du poème. Donc la planète, en réalité, est moins importante que la réaction du découvreur. On revient toujours à cette idée de la subjectivité. Et deuxième remarque, c'est l'océan. C'est l'océan vu depuis un pic qui fournit la chute du poème. Dans le poème de Heredia, vous vous rappelez, on allait de l'océan aux étoiles. Les navigateurs naviguaient sur l'océan et puis finalement l'étoile nouvelle, l'étoile nouvelle apparaissait, surgissait à l'horizon. Ici, on va de la planète à l'océan, chez Keats, et non pas de l'océan à la planète. On va de la planète à l'océan. Mais ce qu'on retrouve ici, comme dans le sonnet de Heredia, ce qu'on retrouve ici, c'est le moment de sidération devant l'infini. La sidération devant l'infini. Le silence, en silence, silent upon a peak in Darien, en silence sur un pic du Darien. Le silence, l'effarement, with a wild surmise. Et quand j'emploie le terme de sidération, il faut le prendre ici au sens propre. La sidération, étymologiquement, c'est l'influence subite, soudaine des astres sur la vie ou la santé d'une personne. C'est le sens étymologique, sidération, qui vient du latin sidus, sideris, l'étoile. Et en général, cette influence des astres sur la vie ou la santé d'une personne, d'un animal ou d'une plante, cette influence, elle est négative. D'où le caractère un peu négatif de ce terme de sidération. Eh bien, ici, les découvreurs de l'océan Pacifique, découvreurs européens, subissent ce moment de sidération. Et l'infini auquel ils sont confrontés est ici celui de l'océan vu depuis la montagne. Comme l'étoile nouvelle donnait aussi aux conquérants de Heredia une idée d'infini. Cette idée d'infini donnée par l'océan, mais en fait donnée par la poésie et par le continent, par cet océan homérique qui se découvre à Keats. La poésie, en quelque sorte, nous dit Keats, la poésie vaut la peine d'être vécue. La littérature est la seule chose qui compte. Elle est comme un empire à découvrir, un empire à conquérir. Elle nous ouvre de nouveaux espaces. Alors, ajoutons encore une chose. Pour le lecteur francophone, le poème de Keats s'enrichit d'une résonance qui n'existe pas en anglais, une résonance inédite. Et en effet, le dernier terme du sonnet de Keats, Silent upon a peak in Darien, ce dernier terme, c'est Darien, qui est le nom d'une région en Amérique centrale. Mais dans Darien, ou Darien, si l'on prononçait à la française, nous, francophones, nous voyons et nous entendons le rien. Le rien. Et il y a ici un effet de parasitage linguistique, mais un effet de parasitage linguistique dont il ne faut pas avoir honte. Comme disent les Anglais, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Beauty is in the eye of the beholder. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Alors sans doute, là, avec ce rien dans Darien, Darien, il y a un écho interlinguistique auquel sans doute Keats n'avait pas songé, quoique qu'on ne puisse pas l'assurer tout à fait. Car Keats maîtrisait le français, il l'écrivait, le français, il l'écrivait bien, tout comme le latin. Il ne connaissait pas le grec, mais il connaissait le français et le latin. Alors pourquoi Keats n'aurait-il pas lui aussi entendu rien dans Darien? Mais pour nous, lecteurs francophones, ce pic du Darien ou du Darienne évoque immanquablement, par exemple, on pense à ce moment de sidération de Pascal,
dans les pensées. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Mais aussi, ça nous évoque, et de manière encore plus anachronique, cela nous évoque Mallarmé. Mallarmé et son poème « Salut ». Je voulais en arriver là parce que sinon mon titre aurait été un peu mystérieux, énigmatique pour vous. Salut. Rien. Cette écume, vierge vert, à ne désigner que la coupe. Tel le loin se noie une troupe de sirènes, main à l'envers. Nous naviguons, ô mes divers amis, moi déjà sur la poupe, vous, l'avant fastueux qui coupe le flot de foudres et d'hiver. Une ivresse belle m'engage, sans craindre même son tangage, de porter debout ce salut. Solitude, récif, étoile. À n'importe ce qui valut le blanc souci de notre toile. Magnifique poème qui fut prononcé par Stéphane Mallarmé à l'occasion du 7e banquet de la revue La Plume, le 9 février 1893. Et il faut imaginer que c'est un toast que fait Mallarmé ici. C'est l'un des plus beaux toasts, sans doute, qu'on ait jamais lancé. Et du reste, toast, c'était le premier titre. Après, il est devenu... D'abord, ça s'est appelé toast. Dans ce poème, dans ce toast, il n'y a pas un mot de trop, évidemment. Ce sont des octosyllabes. Et on passe de la mousse que forme le champagne dans la coupe, au début, il lève sa coupe. Il y a la mousse que forme le champagne dans la coupe. Cette mousse évoque l'écume. Cette écume. L'écume soulevée par l'équipée des poètes, avec la métaphore du bateau, ici qui arrive immédiatement, par la mousse, les mousses et l'écume. L'équipée des poètes de cette revue littéraire La Plume. Alors certains poètes sont sur la poupe, ils sont vieux, c'est Mallarmé. D'autres sont sur la proue, c'est l'avant-garde. Mais lui il est déjà sur la poupe, avec déjà une sorte de paradoxe dans le déjà sur la poupe. On est plutôt déjà à l'avant-garde, mais non, lui est déjà à l'arrière. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, et ce qui nous intéresse dans ce poème, c'est que tout commence par le rien. Rien. Le rien de cette écume, le rien de cette mousse, une écume qui est pleine de vide, que seule structure le vide. Le rien d'un verre posé en équilibre, instable, sur le bord du néant. Un verre posé en équilibre instable sur le blanc de la toile. La poésie, la navigation, l'étoile. Les trois termes, ici, sont encore reliés entre eux, comme chez Keats, comme chez Heredia, vous l'aurez noté. Mais une étoile non pas nouvelle cette fois. Seul ici est nouveau le vers, le poème. Ce poème qui vient temporairement rompre le vacarme du banquet. Il faut imaginer, c'est un banquet de poètes, mais les poètes, dans un banquet, ils parlent, ils crient, ils chantent, etc. Mais Mallarmé se lève, il lève sa coupe, il fait son toast, et le silence s'impose. Et il s'impose avec le rien. Rien, cette écume vierge vert. Et donc, le poème vient temporairement rompre le vacarme du banquet et imposer la loi fragile de son ordre et de son rythme. L'événement pur, ici, l'événement pur, c'est le poème lui-même, et non pas l'étoile nouvelle.
Et vous voyez bien que l'étoile est un peu comme une sorte d'image de cet idéal, de ce poème, qui vient ici donner un ordre dans le hasard et la confusion du monde. Et c'est la différence, sans doute, et je termine là-dessus, c'est la différence sans doute entre le symbolisme de Mallarmé et le Parnasse de Hérédia que nous avions dans le Sonnet Les Conquérants. Le poème n'est pas, comme chez Hérédia, l'ornement du monde, mais il est ici l'événement lui-même. Il est le monde lui-même. Il est ce pourquoi le monde vaut d'être vécu. Et c'est une grande différence. Et c'est sans doute aussi ce qui rapproche Mallarmé de Keats et du poème de Keats. Alors, je n'en ai pas fini avec Mallarmé, je n'en ai pas fini avec Solitude, Récif, Étoile, je n'en ai pas fini avec Keats non plus. C'est une longue navigation dans laquelle nous sommes embarqués. Mais il va falloir attendre un petit peu avant de nous revoir, puisque la prochaine séance aura lieu, c'était dans le calendrier, aura lieu le 1er avril, ce n'est pas un poisson, le 1er avril, donc il faudra attendre 3 semaines pour avoir la fin de savoir ce qu'il en est encore réellement des rapports entre Mallarmé et Keats, entre la solitude, le récif et l'étoile. Je vous remercie.